Écoutez, si ça vous va, on va engager un dialogue, mais on va essayer de le faire le plus spontanément possible. C'est-à-dire, moi, j'ai des questions à vous poser, mais si vous avez des questions à me poser, ne me laissez pas tout seul. Donc, moi, j'ai des questions à vous poser. Peut-être que vous aurez des questions à poser. Alors, la première question que je vais poser, je ne sais pas qui veut y répondre. Quel a été le déclic pour chacune ou chacun d'entre vous pour devenir éco-délégué? Qu'est-ce qui fait qu'un matin, parce que ça vous prend quand même du temps, c'est intéressant, c'est passionnant, mais qu'est-ce qui fait, pourquoi vous êtes devenu éco-délégué? Alors, est-ce que, Aya, qui vient d'apparaître sur l'écran, est-ce que tu veux me répondre? Le climat, c'est quand même une cause très importante qui va un peu déterminer notre avenir. Et puis, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les causes sont un peu liées, tout ce qui est social et tout ce qui est environnemental, tout va ensemble. Donc, si on se bat pour une cause, forcément, une autre cause va avec. Donc, il faut s'engager parce que sinon, ça va être juste la catastrophe. Enfin, on part déjà pas sur une très, très bonne voie. Mais en s'engageant, en sensibilisant les gens et tout, on peut les informer et donc faire des projets écolos pour rendre la vie meilleure et voilà. Voilà. Toi, ta principale inquiétude, ce sont ce qu'on appelle les changements climatiques, Aya? Oui, c'est ça, exactement. Et tu ne mets pas sur la même, comment dire, au même niveau l'érosion de la biodiversité et la destruction des écosystèmes, ou toi, ça fait partie d'un tout? Non, ça fait partie d'un tout pour moi. Genre, en fait, ça fait vraiment partie d'un tout parce que tout ce qui est gaz à effet de serre à cause de nos activités humaines, enfin, l'effet de serre, c'est quelque chose en soi naturel. Si on n'avait pas l'effet de serre, il ferait moins 18 sur Terre, mais nous, avec nos activités humaines, on produit des gaz à effet de serre en plus et du coup, tout ça, ça engendre sur l'écosystème des effets négatifs. Et du coup, quand on voit que l'océan se réchauffe et donc ça va engendrer ça va engendrer des problèmes au niveau de la biodiversité marine. Pareil, l'air se réchauffe, l'atmosphère se réchauffe, donc pareil, il y aura plus de feux de forêt. Et aussi, encore, activité humaine, quand on voit que les gens détruisent les forêts, surtout pour l'agriculture, par exemple en Amazonie, et que les gouvernements n'ont pas grand-chose à faire, c'est quand même assez problématique parce qu'au final, c'est nous, petits gens, qui allons être impactés à la fin, surtout dans les pays pauvres où les gens ne contribuent pas vraiment dans les pays pas très développés, où ils ne contribuent pas vraiment à ces émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et c'est plus les pays riches qui produisent qui sont à la cause de ces émissions. Et pourtant, c'est les petits gens qui souffrent, quoi. Donc voilà. Bon, je Et vois, voilà. Aya, que tu as quand même une approche assez globale de la complexité de la situation. Alors, avant de reparler ensemble, Aya, Baptiste, par exemple, toi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de devenir éco-délégué? Alors moi, j'ai voulu être éco-déléguée, comme l'a dit dans la vidéo, je me présente depuis le CP. Ouais, Euh, je me rends compte au départ, je me rendais pas compte que les effets que les hommes avaient fait sur la planète, comment dire, euh, que c'était aussi grave que ça. ouais, Euh, j'ai vécu avec toute ma vie depuis le CP, j'ai vécu avec l'écologie avec Madame Rouzet, ouais. qui est notre référente éco-école. Et du coup, au départ, on a commencé sur les déchets. Et à un moment, dans l'année prochaine, quand on a fait alimentation, on a mis 2 ans pour obtenir le label. Et après, nous avons obtenu le label sur l'eau. Mais j'aimais être, aujourd'hui, enfin cette année, nous étions 2 à nous présenter, donc j'étais forcément soit éco-déléguée, soit suppléant. Ouais. Mais j'ai été tellement émue quand j'ai été élue à la maison que j'ai un peu pleuré dans ma tête. Voilà. Que dans ta tête?
dans ma tête. Et quand on m'a annoncé la nouvelle à un comité de pilotage, Ouais. on m'a dit que selon les maîtresses, c'était moi qui étais le plus performant pour faire l'échange avec vous. Et, du coup, ils m'ont choisi quand j'ai annoncé la nouvelle. J'ai failli pleurer en public devant monsieur le directeur. Voilà. Ah bah, écoute, tu sais, ça témoigne que tu as une grande sensibilité et c'est probablement parce que tu as cette sensibilité que tu as conscience de l'importance de protéger la nature, de protéger la planète, de protéger le climat. C'est parce que tu as les yeux ouverts que, voilà, que tu es devenu éco-délégué. Alors, Adèle, que je ne vois plus, mais je pense que tu es toujours là, Adèle, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, au départ, pour être... Ah, donc, tu vois, c'est Adèle qui fait du bruit, Je mais c'est suis pas grave. là. Voilà. Désolée, mais j'y peux rien. Non, t'inquiète pas, Adèle, tu peux me répondre et puis après, tu couperas ton micro, t'inquiète pas. Ok. Donc, moi, ce qui m'a motivé, c'était, voir mes amis tout le temps jeter des papiers à côté de la poubelle, enfin faire exprès de les jeter à côté de la poubelle pour juste pour s'en débarrasser comme ça, et puis après c'était bon. Et et aussi parce que souvent devant ma porte, il y a toujours des papiers. Encore ce matin, j'en ai enlevé une dizaine. Donc, il y a un moment, je me suis dit, faut faire quelque chose, surtout que mes parents ils me disent souvent, mais je sais pas quel monde on va vous laisser, vous les enfants. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et comme je savais qu'il y avait les éco-délégués dans mon collège et que j'avais plusieurs amis qui en faisaient partie, je me suis dit, let's go, c'est le moment de s'engager. T'es dans quel état d'esprit, Adèle? Tu es révolté, motivé, confiant, mobilisé? Moi, je vais être plutôt mobilisée à vouloir tout le temps remettre en question le point de vue. Enfin, par exemple, quand il y en a dans la cour ou dans la classe qui disent ouais, mais les éco-délégués ils servent à rien, ils sont juste là bon à se laver les mains, à sécher les cours parce qu'ils ont des réunions ou quoi. C'est n'importe quoi et je commence à me mettre dans tous les états et à commencer à défendre la cause. Adèle, il faut que tu saches que ça signifie simplement que ça veut dire que tu commences à faire des choses bien. Parce que le jour où tu commences un peu à être critiqué, un petit peu jalousé, ça veut dire que tu as de l'impact, que tu as un effet. Et c'est le propre de tout engagement. Mais par ailleurs, ce n'est pas toujours agréable. Ça va aussi te permettre, en étant éco-délégué, de rentrer dans un chemin au long duquel tu vas rencontrer des femmes, des hommes, des jeunes, des amis que tu n'aurais jamais rencontrés. Et donc, tu verras que pour finir, tu auras énormément de satisfaction à te mobiliser pour une cause qui, tu le sais, je n'ai pas besoin de te le dire, est la grande cause du XXIe siècle. Voilà. Donc, c'est normal qu'au départ, on suscite un peu, comment dire, parfois même de moquerie parce que tout le monde ne comprend pas ce que l'on veut faire. Mais tu verras que très rapidement, eh bien, ils seront de plus en plus nombreux à venir soutenir ton action. Rokia, toi, qu'est-ce qui t'a motivé pour devenir éco-délégué? Alors, moi, je venais d'arriver en seconde. Et ce qui a motivé, c'était ce qui s'était passé pendant l'été avec les abeilles, beaucoup d'abeilles qui sont mortes à cause du frelon asiatique, une espèce qui ne devrait pas normalement être en France et qui a causé certains dommages à la biodiversité dans le territoire français. Et quand je suis arrivée, ils présentaient un stand avec la façon, parce que dans notre lycée, on a la spécificité d'avoir une ruche pédagogique et je me suis dit waouh, c'est qu'en fait on peut faire autre chose. Enfin, dans notre lycée, on peut agir aussi à notre échelle avec toutes ces abeilles qui sont mortes. On peut quand même s'occuper de certaines et justement avoir ce petit impact de pouvoir garder des abeilles et puis d'apprendre comment elles fonctionnent et apprendre à quel point aussi elles peuvent être vulnérables. Et c'est vrai qu'avant ça, il y avait aussi beaucoup cet aspect climat qui était très inquiétant, mais qui s'est confirmé au fur et à mesure du temps avec, on le ressent directement avec tous les étés, des canicules, de la sécheresse. Et on parle de France, mais c'est vrai que comme l'avait dit Aya, c'est encore pire dans d'autres pays avec l'aridité, le manque
justement, qui nuit à la façon de produire l'agriculture, des terres qui ne peuvent plus être exploitables. Et justement, c'est surtout les pays pauvres qui en pâtissent le plus. Et aussi, justement, aussi ce fait ce dérèglement de la biodiversité avec des espèces qui sont là, pas invasives, mais comme les criquets qui empêchent beaucoup d'agriculteurs d'exploiter leurs terres. Et c'était vraiment un tout. Et ce qui m'a vraiment poussée à devenir éco-déléguée, c'était ce fait-là, des abeilles qui s'étaient passées en 2018. Et en même temps, j'ai vu que le lycée en proposait de s'occuper d'abeilles. Ça m'a poussée à aller plus loin et dans mes connaissances, à aller chercher beaucoup plus loin. Et voilà. Ouais, je voudrais savoir une chose, Rokia, quand on est éco-délégué comme toi, quelle quelle autonomie tu as? Tu peux décider toi-même des projets ou comment ça se passe concrètement? C'est vrai qu'au début, comme on venait d'arriver, on devait quand même être assez guidé au début parce qu'on apprenait surtout. Mais au fur et à mesure du temps, on nous laisse cette liberté. On demande, oui, est-ce que c'est possible de faire tel projet? On voit ensemble si c'est possible avec le budget, mais surtout avec la participation, comment mettre ça en place. On prend des initiatives et finalement, on se rend compte qu'on peut les mettre à jour grâce au soutien de nos professeurs et aussi des autres camarades avec cet esprit d'équipe. Et oui, on est vraiment on devient de plus en plus autonome et on prend nos propres libertés et on ose faire des initiatives. Merci, à tout à l'heure, Rokia. Luna, je te pose la même question parce que ça m'intéresse de comprendre. Est-ce que tu t'es réveillé un matin en te disant je veux être éco-délégué? Je ne pense pas que ça soit comme ça que ça s'est passé, mais qu'est-ce qui t'a motivé? Et depuis que tu es éco-délégué, quelle satisfaction ou quel enseignement tu retires de ton travail d'éco-délégué? Bah, pour ce qui est de ce qui m'a poussée à devenir éco-déléguée, je pense que ça vient d'il y a longtemps. En fait, je pense que j'ai toujours été sensibilisée par mes parents, les documentaires ou les magazines à l'écologie et qu'on est une génération en général qui a été plus sensibilisée à ça. Et puis, ça me révoltait un peu aussi de voir que les gens ne faisaient pas attention à la planète parce qu'on n'en a qu'une, donc il faudrait y faire attention. Et du coup, je suis éco-déléguée depuis la 6e, et quand on nous a demandé qui voulait être éco-délégué, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, mais j'ai su que c'était quelque chose qui allait me plaire parce que je voulais faire quelque chose pour aider la planète à mon échelle et à ma manière. Et pour ce que ça m'a appris, je pense que ça m'a appris énormément de choses. Donc, ça m'a appris une manière de travailler et de réfléchir différente. Et ça m'a aussi appris à travailler plus en groupe parce qu'on fait énormément de projets en groupe. Donc, on apprend très vite à à travailler en groupe mieux. Je veux dire, c'est du travail collaboratif. Oui, c'est ça. Et donc, oui, ça m'a apporté vraiment beaucoup à travers les années. Et je ne regretterai jamais d'être devenue éco-déléguée, je pense. Tu es éco-déléguée depuis combien de temps, Luna? Ça fait 4 ans maintenant. Et alors, comment a évolué ta perception des choses depuis 4 ans? Est-ce que tu as pris conscience dans ces 4 ans de la dimension du problème? Est-ce que tu avais la même conscience il y a 4 ans ou est-ce que tu t'es rendu compte? Moi-même, tu vois, ça fait 30 ans, mais quand je me suis engagé il y a 30 ans, je n'avais pas conscience de l'importance du sujet. Je pensais que c'était un sujet important, mais je ne pensais pas que c'était un sujet majeur. Toi, quelle a été l'évolution de ta perception de cette thématique? Je pense que quand j'ai commencé, j'étais encore assez jeune et je n'avais pas vraiment forcément conscience. J'avais conscience du problème en général, donc que la planète allait mal. Mais plus on a avancé à travers les années, plus déjà j'ai acquis plus de connaissances par rapport au sujet. Et j'ai compris que c'était quelque chose d'assez profond comme sujet, qu'il y avait plein de thématiques différentes qui entraient en jeu et que c'était vraiment assez vaste. J'ai aussi appris qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire en soi pour aider la planète, qu'on avait plein de solutions, qu'il fallait juste réussir à les mettre en œuvre à notre échelle ou à des échelles plus importantes si on y arrivait. Marva, on prononce Marois ou Marva? Marwa. Marwa. Marwa, je te pose la même question parce que ça m'intéresse. Tu as quel âge, Marwa? 9 ans et demi. Voilà, ça m'intéresse de savoir à 9 ans et demi, est-ce que c'est toi toute seule qui a décidé de devenir éco-déléguée? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille? Est-ce que c'est un copain? Comment ça s'est passé? Non, en fait, c'était moi toute seule parce que j'aime bien l'écologie. Mais en fait, des fois, quand je vois des fois des amis dans la récré, ils ont des papiers, ils jouent un peu au basket avec la poubelle, ils prennent des papiers, ils jettent, ils essayent de faire en sorte que le papier va dans la poubelle, mais le papier tombe par terre.
Et après, ils me disent, bon, c'est pas grave, allez, on y va. Et à chaque fois, je suis obligée de prendre le papier moi-même pour le jeter à la poubelle. Et les autres, ils partent sans rien dire, normal. Et ça m'énerve à chaque fois. Et est-ce que tu arrives, au fil du temps, à leur faire changer de comportement? Là, ils ont arrêté Ouais. parce que, comme ce sont mes amis, ils voyaient un moment que ça m'énervait beaucoup et du coup, ils se sont arrêtés. Et quand je suis devenue éco-déléguée, ils ont complètement arrêté. Qu'est-ce qui te plaît d'être éco-délégué? Ça fait combien de temps que tu es éco-délégué, toi? 3 ans. Ah oui, donc tu as démarré très très jeune. Et donc si tu y es depuis 3 ans, ça veut dire que tu es content d'être éco-délégué. Qu'est-ce qui te plaît? En fait, ce qui me plaît, c'est que je fais des petites réunions avec les autres éco-délégués de mon école Ouais. et qu'on prend des décisions ensemble. Alors qu'avant, je prenais des fois des décisions toute seule, pas en groupe. Mais maintenant, j'ai l'habitude. Si je peux me permettre d'intervenir, Nicolas, et les éco-délégués, justement, je trouvais que c'était un point important de savoir comment on travaille quand on est éco-délégué. Ce que je sais, c'est qu'on ne travaille pas seul et qu'on travaille dans le collectif. Les inspecteurs, inspectrices académiques l'ont dit tout à l'heure, on travaille au travers de projets concrets. Et donc, cette dimension collective, ce serait effectivement intéressante, mais Marois, tu viens d'en parler. Hein, on est tout seul, on dit il y a des papiers qui traînent, mais comment on travaille cette dimension collective, vous, en tant qu'éco-délégué, si on peut aussi aller sur ce terrain-là, Nicolas? Eh ben, je laisse les éco-délégués répondre, fort de leur expérience, comment vous travaillez cette dimension collective dont vient de parler Brigitte. Qui est-ce qui veut répondre en premier? Alors, Aya, par exemple. Oui, allez-y, vas-y, Aya. Moi, j'étais pas éco-déléguée avant parce que il y avait pas ça dans mon collège. Quand je suis arrivée au lycée, donc l'année dernière en seconde, j'ai découvert ce que c'était que être éco-déléguée. Et j'ai pas été élue, mais cette année j'ai été élue, du coup je suis en première. Et en fait, l'année dernière, par contre, il y avait un groupe de jeunes qui s'appelle Climaction. Dans mon lycée, je suis à Hélène Boucher. Et vraiment, tous les projets qu'on porte, les projets écologiques, on fait tout avec Climaction. Et en tant qu'éco-déléguée, on sert surtout à expliquer à la classe, à faire l'intermédiaire entre les parents, les profs, Climaction. Et c'est vraiment nous, Climaction, groupe d'élèves. J'en faisais partie l'année dernière, j'en fais partie cette année. On organise plein de trucs, on est déter et tout. Et voilà. Par exemple, comme projet, qu'est-ce qu'on a fait? Cette année, on a fait une friperie collaborative qu'on appelait la friperie du lycée Hélène Boucher. Et donc, en gros, les gens ramenaient leurs vieux vêtements, ils les mettaient dans des cartons, les vêtements qu'ils ne voulaient plus. Et on a ouvert une salle, on a pris une salle, on avait exposé les vêtements et les gens sont venus chercher des vêtements comme si c'était un magasin, mais gratuit. Et voilà, on est en train d'essayer d'établir le bilan carbone du lycée. Ça, on le fait avec les professeurs. Et donc, par exemple, là, il y avait éco-délégués, mais il y avait aussi des gens de Climaction. Donc, en fait, même si on n'est pas éco-délégué, étant donné qu'on est un groupe d'élèves, on s'organise ensemble et on fait plein de trucs. Et du coup, c'est vraiment bien. Et voilà. Adèle, tu veux apporter ton propre témoignage? Je ne sais pas si tu m'entends, Adèle. Oui, c'est bon. Voilà, oui, I'm present. Et donc sur ce qu'on a fait pour l'instant. Ce qu'on a fait pour l'instant, donc déjà ce qui était intéressant à faire, c'était les formations, parce que on a beaucoup de nouveaux cette année, parce qu'avant c'était pas des élections dans les classes. Maintenant on a des élections dans les classes, donc depuis cette année. Et donc on a beaucoup de nouveaux, et c'est intéressant de faire des formations et de voir tous les points de vue, toutes les idées qu'ils ont. C'est hyper intéressant. Après, comme moi, je le suis depuis l'année dernière, j'ai pas fait beaucoup de choses, parce que l'année dernière, on n'avait pas pu faire grand chose avec le Covid. Et cette année non plus. Pour l'instant, on a terminé les formations et on a fait le comité de pilotage. Et sincèrement, il y en a qui sont motivés cette année, mais il y en a d'autres juste pour sécher les cours, et ça démotive parfois.
mais franchement, il y en a qui sont prometteurs, qui sont géniaux. Très bien. Rokia, je voulais savoir comment tu observes autour de toi celles et ceux qui ne sont pas éco-délégués, mais est-ce que tu as le sentiment que petit à petit, ce que vous faites, ça sert à quelque chose et que vous arrivez à rallier à vous d'autres élèves, ou est-ce que vous vous sentez très isolé? Non, je me sens pas du tout isolée, bien qu'on reste quand même une minorité dans le lycée, mais qui agit beaucoup. On voit quand même que les actions qu'on fait, par exemple, ramènent du monde. Enfin, il y a des curieux quand on installe des nichoirs ou quand on a organisé un événement avec la présence d'une chèvre, on a vu beaucoup de monde, beaucoup de lycéens venir et se demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi. Et du coup, on leur explique avec joie et au fur et à mesure, en fait, le fait qu'il y ait une présence d'éco-délégués et d'éco-volontaires, comme on sait, ça permet quand même d'avoir cette atmosphère et de voir qu'en fait, que les autres lycéens voient d'autres lycéens agir et que finalement, ils se disent que oui, moi aussi, je vais faire des efforts de mon côté, bien que je ne participe pas à ce club. Je sais très bien qu'il y a d'autres personnes qui le font et que voilà, quoi, c'est vraiment une dynamique dans le lycée qui s'est installée. C'est vraiment génial de voir. Et toi, Baptiste, tu as l'impression qu'on te comprend? Est-ce que tu as l'impression d'avoir convaincu d'autres élèves de s'engager pour l'écologie? Des fois, oui, on comprend, mais des fois, j'ai pas l'impression qu'on comprend parce que dans ma table à la cantine, il y a des gens qui protestent, qui disent que je fais que dire Madame Rouzet alors que je fais d'autres choses. Ouais. Par exemple, à la maison, Ouais. je trie mes déchets dans les poubelles. Je fais une douche maximum 100 minutes. Ouais. Et voilà. Et du coup, pour la question que vous avez posée avant à Aya, Adèle et Rokia, Ouais. je voulais dire aussi qu'il y a toute mon école qui est avec moi. Après, il y a mes parents, les gens de l'extérieur, de la mairie. Il y a aussi le ministre Jean-Michel Blanquer qui est venu nous voir. Il nous a invités au ministère. Au ministère, d'accord. Moi, je n'étais pas éco-déléguée, c'est ma première année. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de chance d'être en ce moment-là pour ma première année, d'être éco-déléguée. Donc, moi, je n'agis pas seule, j'agis avec, du coup, avec toute l'école et mes parents et les gens de l'extérieur. Et Baptiste, si tu regardes depuis que tu es devenu éco-délégué, qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es éco-délégué que peut-être tu n'imaginais pas, tu ne savais pas, tu ne soupçonnais pas avant? Qu'est-ce que tu as appris? Alors, c'est une question très large, mais… Comment dire? D'abord, comment tu expliques, de ton point de vue, qu'on soit dans une crise aussi importante sur un plan écologique? C'est quoi la cause de tout ça? Comment on en est arrivé là, à ton avis? Du coup, en fait, c'est la faute à qui? C'est la faute de nous, même moi, tout le monde. Même si on fait des actions, c'est quand même de la faute des hommes. Et parce que du coup, avec l'industrie, les usines, il y a beaucoup, il y a plein de production. Et de pollution aussi. Du coup, ça fait de la pollution. Oui. Alors, moi, j'encourage la production des voitures électriques, mais on dit que ça ne pollue pas dès qu'elle est construite. Mais moi, j'ai étudié sur le sujet. J'ai vu que si ça pollue, parce que, en fait, il faut fabriquer l'électricité pour qu'elle marche. Donc, moi, comme je veux être ingénieur, vaut mieux faire une voiture pour la recharger avec des panneaux solaires sur le toit. Je sais que ça coûte très cher, mais… Quand je serai grand, je vais essayer de faire ce projet pour… Je suis assez, pour être très sincère avec vous, hein, je suis assez bluffé par votre connaissance quand même des sujets. Vous m'en livrez quelques exemples comme ça. Ce que tu es en fait en train d'expliquer, Baptiste, c'est que
tout est compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu prends un exemple, ce sont les voitures. Alors, pendant longtemps, on a dit la solution, c'est effectivement de passer des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Bon. Tout d'un coup, on s'est aperçu que pour construire des moteurs électriques, il faut certains métaux assez rares, il faut aller les chercher au bout du monde, que pour extraire ces métaux, il faut utiliser beaucoup d'énergie. Donc, on s'est aperçu que la voiture électrique, le bilan global, c'est mieux que la voiture thermique, mais ce n'est pas parfait. Et puis, effectivement, si la voiture électrique, pour la recharger, on va utiliser une centrale à charbon, ce n'est pas génial. Donc, si effectivement, demain, non seulement on peut réutiliser tous les matériaux qu'il y a dans un moteur électrique et dans les batteries des voitures électriques et les mettre dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, et si on peut recharger une voiture électrique à partir des éoliennes ou à partir des panneaux solaires, là, ça commence à être mieux. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de chercher dans tous les domaines, c'est des chemins de progrès. Il n'y a pas des solutions parfaites, mais il y a des solutions qui sont mieux que les solutions existantes. Il faut inventer le monde de demain. C'est vrai dans le domaine agricole. Il y a un modèle agricole qui est assez, même très polluant. Et bien, petit à petit, il faut faire émerger des pratiques agricoles qui vont avoir de moins en moins d'impact. Mais il n'y a pas de modèle idéal. Même dans l'agriculture biologique, on utilise quelques produits qui ne sont pas totalement inoffensifs pour l'environnement. C'est ce que vous allez apprendre dans l'écologie. C'est qu'il n'y a pas de sujet simple et il n'y a pas de solution simple. Mais tout est une question de volonté et de conscience. C'est-à-dire toujours choisir le comportement, l'action, le geste de consommation le moins important, ne pas se laisser dicter par les uns ou par les autres des espèces d'automatismes. On doit mettre un peu de conscience partout, réfléchir avant d'agir et avant de choisir. Alors, je reviens à la question que je posais tout à l'heure, Rokia, Luna, pour commencer par vous deux. Comment vous analysez la crise écologique pour vous? C'est quoi? C'est un mauvais moment à passer? C'est quoi cette crise pour vous? Quelle en est l'origine? Quelle en est la cause? Luna. Je pense que c'est quelque chose qui remonte déjà d'il y a longtemps. En fait, ça a été quelque chose qui dure depuis très longtemps. Ça a été dû notamment aux hommes et à l'industrialisation, donc vers le 19e siècle, je pense. Et à partir de là, ça a commencé à augmenter, même si c'était déjà un peu présent avant. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a vraiment commencé. Et aujourd'hui, on a toujours ce genre d'habitude qui fait que on rajoute, par exemple, des gaz dans l'effet de serre ou ce genre d'habitudes qui ne sont pas forcément très écologiques. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ne réalisent pas forcément qu'on a atteint une certaine limite, au bout d'un moment qu'il faut réagir maintenant, que c'est plus le tout de simplement parler et de dire qu'on aime la planète, etc., et qu'on veut être écologique si on ne fait pas vraiment les actions derrière. Et comment tu vois l'avenir, Luna? J'espère qu'il sera meilleur et qu'on arrivera à vivre en harmonie avec tout ce qui est la biodiversité et avec la planète aussi. J'espère qu'on réussira à vivre mieux déjà et de manière plus écologique et que la planète, comment dire, c'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est comme si on la prenait pour une personne, mais c'est comme si c'était un être vivant. La planète, j'espère qu'elle se sentira mieux en quelque sorte, qu'elle arrivera à ressortir plus fort de tout ça et nous aussi, on arrivera à vivre de manière plus durable parce qu'en soi, même si on fait surtout du mal à la planète, on se fait aussi du mal à nous, à notre santé, à cause de certains composants chimiques qui font donc du mal à tout le monde en soi. Donc, si on réussit à améliorer cette relation avec la planète, on arrivera aussi à améliorer notre relation avec nous-mêmes et notre corps et notre santé. Voilà. Tu as dit les choses absolument essentielles. C'est vrai qu'on fait subir beaucoup d'outrages à la planète, mais je ne vais pas dire que le plus important, en tout cas le plus grave, c'est qu'on est en train de scier aussi la branche sur laquelle on est assis, et c'est nous, et en tout cas les générations à venir, mais pas simplement les générations à venir. Malheureusement, les changements climatiques, la désertification et la pollution, on le sait, ça déjà tue des millions de personnes chaque année. Et c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre que l'enjeu écologique, ce n'est pas simplement se préoccuper comment dire, des petits oiseaux, même si c'est très important de se préoccuper des petits oiseaux. C'est un enjeu de justice, c'est un enjeu de dignité.
parce que la crise écologique, elle frappe d'abord des femmes, des hommes qui sont les plus vulnérables. Et donc, il faut que vous compreniez qu'en étant éco-délégué, vous participez à un enjeu de justice humaine, de justice sociale, de dignité. Et donc, c'est un enjeu humaniste. Il y a aussi notre préoccupation de l'humain, mais l'avenir de l'humain, il est indissociable de l'avenir de tous les êtres vivants. Donc, on n'a pas à choisir. Il faut comprendre que la nature, la planète, comme tu dis, qui est un écosystème qui s'est élaboré sur des centaines de millions d'années dans un équilibre excessivement fragile, et nous faisons partie de cet écosystème. Et quand on touche à une fibre comme un tissu de cet écosystème, c'est tout l'écosystème qui peut se déliter. Donc, il faut que nous, les hommes, dans cette période très particulière où d'un côté, on est très puissant avec notre technologie, on va sur Mars, la médecine fait des progrès considérables, mais en réalité, nous sommes excessivement vulnérables. Et la meilleure manière de nous protéger, c'est de faire la paix avec la nature. Donc, il faut protéger la nature. À défaut de le faire pour elle, il faut le faire pour nous. Alors, je reviens à Rokia et pardon, chacun peut prendre la parole librement. J'ai envie de te demander aussi, Rokia, comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu es plutôt dans l'espérance? Est-ce que tu es dans l'inquiétude? Comment tu vois les choses? Alors, moi, à l'avenir, je suis assez positive comme personne, et en voyant tout ce qui est fait et en voyant, par exemple, Baptiste et Marois, des enfants, des élèves si jeunes qui s'engagent et qui connaissent déjà beaucoup de choses, je me dis que c'est possible, quoi. Vous parliez tout à l'heure de la crise écologique qu'on vit en ce moment. Pour moi, ça a été vraiment, j'ai analysé comme une prise de conscience pour tout le monde, qui se rendent compte que il n'y a pas de planète B et que finalement, c'est maintenant ou jamais, et que c'est plus un enjeu à repousser. Beaucoup de monde meurt chaque année, et puis c'est vrai que en voyant tous ces jeunes, par exemple, agir, on a vu les marches pour les climats et beaucoup de monde se mobiliser. Moi, je suis quand même assez positive et je me dis que peut-être qu'avec notre génération, on pourra faire quelque chose. On n'a pas le choix déjà, mais que oui, on pourra y arriver. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à affronter, mais je suis assez confiante quand même. Eh bien, il faut garder l'espoir, il ne faut jamais se démobiliser, il ne faut pas être naïf non plus, c'est-à-dire qu'il faut quand même être très exigeant, c'est-à-dire qu'il va falloir changer quand même un modèle en profondeur, un modèle qui épuise les ressources, un modèle qui pollue, un modèle qui détruit, bien entendu. On ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais voilà, la jeunesse, dans votre mobilisation, vous pouvez évidemment être une force très importante pour guider la société dans le bon chemin. Aya? Oui. Non, je voulais te reposer la question, voilà, quel est ton état d'esprit, comment tu envisages l'avenir? Qu'est-ce que ça va changer de toi pour ta propre vie dans l'orientation future? Moi, pour parler d'orientation, depuis que je suis petite, je m'intéresse à tout ce qui est environnement, écologie, etc., développement durable. Et du coup, j'aimerais bien m'orienter dans ça. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est astronomie. Et c'est pareil que pour tous les autres qui ont parlé, tous les autres éco-délégués, je vois l'avenir, je veux être positive. Mais des fois, quand je vois passer des trucs vraiment, et je me dis, mais on est débiles ou comment ça se passe? Vraiment, je vois passer des trucs, des fois, je sais pas, il y a tellement de manières d'agir, ou alors dans la rue, je vois des gens, ils n'en ont rien à faire strictement. Sur la plage, la même chose, leurs déchets, on les ramasse pour eux. Des fois, je me dis que vraiment, c'est de l'égoïsme de la part de certaines personnes, ou même si on devait parler politique, des fois, je vois aussi de l'égoïsme. Je suis désolée, à un moment, pour poser les mots, mais pour moi, le climat, tout ce qui est développement durable et tout ce qui est réchauffement climatique, c'est une cause qui nous tous touche. Et il faudrait qu'on commence vraiment à agir concrètement. Mais quand je vois tous les jeunes, tout qu'on est vraiment déterminés, qu'on essaie de faire des choses de notre côté, je me dis qu'il y a moyen qu'il y ait un avenir, mieux que ce qu'on pense. Et voilà, déjà, par exemple, là, vendredi, il y a une marche pour le climat. Et quand je vois qu'il y en a qui vont s'organiser, nous, dans notre lycée, on va s'organiser, par exemple, on est en train de s'organiser. Je me dis, voilà, on essaie de faire bouger les choses. Et je pense que ça va marcher quand même, si on reste déterminé. Et donc, voilà, c'est tout. Alors, si la jeunesse est, comment dire, est unie sur une voie forte,
Je pense que ça peut être quelque chose d'irrésistible pour les politiques. Il faut que la jeunesse soit unie et qu'elle envoie un message de dire voilà, de ne plus parler maintenant. Il faut agir en grand, agir concrètement, pas brutalement, bien entendu, parce que pour changer une société, ça ne se change pas comme ça d'un coup de baguette magique, mais il faut se fixer des grandes ambitions, les programmer, les accompagner et faire en sorte que chaque argent, chaque euro que l'on met dans les budgets des États soit vertueux, ne soit pas toxique. Voilà. On n'a pas besoin de plus d'argent, on a besoin que l'argent soit fléché vers ce qui protège la planète et ce qui crée la solidarité et ne soit pas orienté. Voilà, il ne faut plus mettre d'argent dans les énergies fossiles, il faut petit à petit mettre l'argent pour aider les agriculteurs. Petit à petit, il faut basculer cet argent pour pour aider les agriculteurs à changer leurs pratiques. Voilà, par il faut exemple, créer… Pardon? Excusez-moi, par exemple, pour ce qui est de remettre l'argent, de mettre l'argent dans ce qui va vraiment nous aider, c'est-à-dire dans le développement durable, j'avais vu un reportage, je ne sais plus, de peut-être envoyé spécial sur M6, en Bretagne, il y a beaucoup d'élevage intensif en Bretagne, et la région en Bretagne avait dit qu'elle allait mettre de l'argent pour développer une forme différente d'agriculture, donc sortir de l'intensif. Pourtant, dans les faits, ce n'est pas du tout ce qui a été fait. Donc, pour moi, j'appelle ça encore une forme d'égoïsme. Donc, en voyant ce reportage, j'étais assez énervée quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, si on se détermine vraiment et qu'il y a vraiment des lois fortes qui arrivent, des vraies lois fortes, qu'on arrête de faire les petits fébriles, eh bien, les choses vont vraiment changer concrètement, mais il faudrait peut-être se dépêcher parce que on ne veut pas dépasser 2 degrés, mais il y a déjà 1 degré qui est passé là, et ça fait quand même beaucoup. C'est quand même assez énervant, et donc voilà. Et puis les solutions, elles sont là, c'est-à-dire que si on regarde au niveau de l'agriculture, si on prend par exemple un exemple d'une ferme qui s'appelle le Bec du Houlin, c'est en Normandie, c'est un tout petit terrain vraiment minuscule à côté d'immenses terrains. Et c'est le terrain le plus vert avec le plus de diversité d'espèces de plantes. Il y a des tonnes de fruits, de légumes, des arbres, et il y a des animaux aussi, des poules, des vaches aussi qui participent à cet environnement. Leurs déchets, voilà, ils arrivent direct à côté des fruits et ça nourrit les plantes. C'est ça, et ça produit plus que des tonnes d'hectares de blé ou de je ne sais pas quoi. C'est beaucoup plus rentable. Donc déjà, c'est plus intéressant pour nous, et produire comme ça localement, c'est notre avenir en fait, parce que c'est cette agriculture qu'on connaît, agriculture intensive, que ce soit dans l'élevage ou dans les cultures, elle sort, c'est ce qui a servi à nourrir les gens après la guerre, sauf que là, c'est plus après la guerre, là, on est 21e siècle, on est en 2020, et pourtant, avec tout ce qu'on produit mal, on le produit mal parce que, voilà quoi… On détruit les sols, on détruit tout un peu pour produire. J'ai l'impression, il y a quand même des gens sur Terre qui meurent de faim. Et donc, il faut sortir de ce mode d'agriculture, et c'est possible. Il faut juste relocaliser. En tout cas, là où tu as raison, Aya, et c'est là qu'il faut garder l'espoir. Dans beaucoup de domaines, il y a des alternatives, il y a des solutions qui existent, mais il faut que ces solutions, demain, elles deviennent la norme. Il ne faut pas que ce soit juste des solutions qui restent locales et qui cachent en fait le reste des politiques. Mais oui, il y a des solutions. Tu sais, il y a un joli proverbe qui dit dans une forêt, on entend le fracas des quelques arbres qui tombent, mais pas le murmure des milliers d'arbres qui poussent. Et il y a des milliers d'arbres qui sont en train de pousser, qui sont en train de préparer la société de demain. Vous aussi, en tant que co-délégué, mais aussi en tant que consommateur, vous avez beaucoup de pouvoir au quotidien. Voilà, parce que tous… on peut prendre le temps avant de faire quelque chose, avant de commander, d'acheter, de jeter quelque chose, de se déplacer, de regarder si on a le choix, prendre le temps du choix. Adèle, on va se quitter dans quelques minutes, mais d'abord, est-ce que vous avez les uns et les autres des messages à faire passer ou des questions à poser avant que l'on conclue cet échange qui, pour moi, est… excessivement revigorant, parce que je vous sens très, très motivé et je me dis que la relève est là. Voilà. Adèle. Moi, je voudrais
bien parce que bon déjà j'aimerais faire passer le message parce que oui je reviens sur le fait des gens qui font, enfin des élèves qui font ça juste pour louper les cours et puis c'est fini basta. Non, il y en a marre de ça, vraiment. Si vous voulez faire quelque chose, soit vous le faites, soit vous le faites pas, mais le faites pas à moitié et continuez et battez-vous et ayez pas peur de dire ce que vous pensez sur le point de vue des gens. Donnez votre point de vue et si les gens veulent vous critiquer, qu'ils critiquent, ils critiqueront, c'est leur problème. Voilà. Voilà, en gros. Bien noté. Le micro parce qu'il y a encore des... Vas-y Baptiste, ouvre ton micro. Alors, moi, j'ai un message à faire passer aussi pour vous, Nicolas Hulot. Si notre école, elle attend plus que vous, nous, on a eu tout, les gens de la mairie, Jean-Michel Blanquer. Si vous voulez venir, vous pouvez y aller. Voilà. Bon, eh ben, je prends ça comme une invitation. Vous êtes attendu. Voilà, j'ai compris que j'étais attendu. D'abord, merci beaucoup Baptiste pour l'invitation. Donc, j'y répondrai. On sait comment se contacter puisque maintenant, avec la Fondation, on est en contact. Et donc, l'invitation est bien reçue. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole avant qu'on se quitte? Moi, en fait, je voudrais bien appuyer plus sur l'énergie verte comme les éoliennes. Parce que moi, des fois, dans des voyages, bien, j'en vois pas souvent. Et du coup, si on peut, parce que moi, j'en voudrais bien qu'il y en ait d'autres des éoliennes pour faire de l'énergie. Alors, Marois, si je peux simplement te répondre. À travers cette demande, tu illustres aussi un exemple de la difficulté. En fait, les éoliennes, les panneaux solaires, ce qu'on appelle la géothermie, l'énergie des fleuves, l'énergie hydraulique, ce sont des énergies renouvelables. Et l'intérêt, c'est que si demain on arrive à capter ces énergies, le vent est gratuit, le soleil est gratuit, la houle est gratuite, etc. La seule chose, c'est que tu dis on ne voit pas beaucoup d'éoliennes. Quelqu'un parlait d'égoïsme tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est de l'égoïsme, mais à chaque fois qu'en France, on veut planter des éoliennes, il y a toujours une association qui se crée parce que les gens ne trouvent pas ça joli. Et donc, on est contre les éoliennes, on est contre les centrales nucléaires, on est contre les centrales à charbon, on est contre les panneaux solaires. Et c'est là aussi, il va falloir tous qu'on devienne un peu intelligent et un peu moins égoïste et qu'on fasse le moins mauvais choix. Oui, une éolienne, peut-être que ce n'est pas très joli. Moi, je trouve ça joli, mais d'autres ne trouvent pas ça joli. Mais il va falloir que dans les choix que nous ayons, et oui, si demain nous arrivons à… Nous pouvons, toutes les grandes organisations internationales l'ont dit, on peut répondre aux besoins énergétiques de la planète à terme avec 100% d'énergie renouvelable. Et ça aura comme intérêt quoi? C'est que le vent est gratuit, le soleil est gratuit. Donc, le jour où on n'a plus besoin de payer pour le pétrole, pour le gaz et le charbon, l'argent qu'on mettait pour le gaz, le pétrole et le charbon, on peut le mettre dans l'éducation, on peut le mettre dans la santé, on peut le mettre dans la formation. C'est une des conséquences vertueuses d'aller à 100% vers les énergies renouvelables. Luna? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde entier, mais particulièrement en France, qui ont peur du changement. Mais j'espère qu'un jour, ça changera et que tout le monde aura plus vraiment peur de changement et du progrès et de l'évolution qui va surtout être en notre faveur. Et puis, j'espère qu'on gardera toujours espoir par rapport à ça et pour pouvoir réussir à aider la planète parce que même s'il y aura des milliers d'obstacles et qu'il y aura forcément des moments durs où plus personne ne voudra y croire, il faudra surtout qu'on n'abandonne pas et qu'on continue de se battre pour la planète et pour pouvoir vivre mieux ensemble et en harmonie. Et que j'espère que c'est quelque chose que je pourrais voir de mes propres yeux. Et voilà, donc voilà. En tout cas, je l'espère aussi, Luna. Et quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas baissé les bras. Et ça, c'est très important. Ne jamais, jamais se résigner. Tu sais, c'est Aya qui disait « ça m'énerve ». Moi aussi, ça m'énerve. Ça fait 30 ans, moi, je me bats. 30 ans que je me bats pour éviter, et je ne suis pas le premier, pas le seul, il y en avait avant moi, pour éviter d'arriver dans cette situation-là.
Ça fait 30 ans qu'on se bat tous ensemble pour dire simplement aux hommes de se protéger d'eux-mêmes. Donc, il y a des fois, on se dit, mais effectivement, quand on voit quelqu'un prendre une cigarette et l'acheter comme ça, ce qui est quand même le b.a.-ba de la protection de la nature, on ne leur demande pas grand-chose. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois aussi énervant. Mais bon, il faut se programmer, ne pas culpabiliser. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de culpabiliser. Il faut responsabiliser. Et donc, il faut expliquer. Tant que les gens n'ont pas compris quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se joue derrière, ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'éthique. Quand ils auront compris que c'est notre propre avenir qui est en train de se jouer, quand ils auront compris que tout est lié, que quand une espèce de papillon disparaît quelque part, ça peut avoir un impact sur toute la planète. Preuve en est, c'est quand on a dérangé un petit virus quelque part en Asie, eh ben, ça a mis à genoux l'ensemble de l'humanité depuis 1 an. Rokia. Je voulais vraiment m'adresser aux jeunes et leur dire de ne pas hésiter à prendre des initiatives, de même chercher à vouloir changer les choses et ne pas se dire qu'en fait ce sera inutile parce qu'on est beaucoup, dans ce cas-là, on est beaucoup à vouloir faire changer les choses et que c'est bien beau aussi que nous on agisse, mais qu'on prenne aussi au sérieux et qu'on nous donne plus de responsabilités et que voilà quoi, qu'on se sente aussi écouté pour ensuite donner plus d'initiatives, c'est vraiment ça quoi. Et voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, Adèle, Baptiste, Aya, Luna, Rokia, Marwa et à ceux qui vous accompagnent et ceux qui vous ont, comment dire, aidé dans votre action d'éco-délégué, je voulais d'abord vous adresser un grand remerciement. C'est vrai que de temps en temps, on se dit on est un peu seul dans cet engagement, dans ce combat, et en réalité, c'est une erreur de lecture parce que, y compris chez vous, les jeunes, vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, je m'aperçois en vous écoutant, les éco-délégués, alors évidemment, vous êtes peut-être mieux formés ou mieux informés que d'autres, mais quand j'écoute Baptiste, quand j'écoute Marwa, je m'aperçois que vous avez une grande maturité sur ce sujet-là. Alors moi, voilà, je veux vous féliciter. Je veux vous dire, continuez, ne lâchez jamais. Vous aurez plus de satisfaction que de désagrément parce que grâce à cet engagement, vous allez donner du sens à votre vie, grâce à jamais rencontré. Puis vous allez apprendre plein de choses sur l'homme, sur la nature humaine, sur le vivant, sur le monde dans lequel on vit. Et puis, vous allez peut-être vous doter d'une conscience que beaucoup ont perdue, d'une conscience que la vie dans l'univers, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas la norme, elle est l'exception. Vous savez, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a expliqué, il me disait, tu sais, tu as vu, on envoie des sondes dans l'espace, on envoie des robots sur Mars, mais pour l'instant, nulle part on a trouvé le début d'un commencement de preuve que la vie ait pu trouver son chemin ailleurs que sur Terre. Et cet ami qui était un mathématicien, il me disait, tu sais, il y a autant de constellations dans l'univers qu'il y a de grains de sable sur toutes les plages et les déserts du monde. Et dans chaque constellation, il y a autant d'étoiles qu'il y a de grains de sable sur toutes les plages et les déserts du monde. Et malgré cela, on n'a pas trouvé une trace de vie ailleurs que sur une toute petite tête d'épingle qui s'appelle la planète. Eh bien, rien que ça doit nous émerveiller, parce que s'il y avait un grand loto dans l'univers, on a tiré le ticket gagnant. On est sur la seule planète où la vie ait pu cheminer. Et nous, on est l'apothéose de la vie. Normalement, on est l'apothéose, puisqu'on est les derniers arrivés sur Terre. Sauf que pour l'instant, on n'a pas honoré ce privilège, puisqu'on est là depuis une fraction de seconde sur Terre et on est en train de tout détruire. Mais ça, c'était hier, comme vous dites, vous les jeunes. Ça, c'était avant. Et bien, vous les jeunes, vous devez stopper cette tendance-là. Soyez excessivement exigeants. Décidez de la vie que vous voulez. Ne laissez pas la publicité, les écrans, les réseaux sociaux vous dicter la vie que vous ne voulez pas. Voilà. Choisissez une vie de sobriété, une vie d'échange, une vie d'amour, une vie tournée vers la beauté de la nature, tournée vers le juste, tournée sur la solidarité. Mais je vous dis ça, et c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vous félicite et bravo pour ce moment. J'ai passé un très bon après-midi avec vous.